si c'était trop tard pour le téléphone, et puis la joie était surtout un répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'auras dit, tu m'envoies un petit SMS et tout. Je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé. En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. L'actualité des Pays de la Loire ce soir. Depuis quelques jours, un couple et ses 4 enfants, dont un mineur de 14 ans, n'ont plus donné de leurs nouvelles. Qu'est-il arrivé à cette famille nantaise, disparue depuis le début du mois? Ce sont les voisins. Il est 9h50. Pénétrons dans le logement. Remarquons qu'il n'a pas été trouvé une seule photo de membres de la famille. Mentionnons que tous les volets de toutes les pièces sont fermés. Il trouve une maison qui est vide, qui a été rangée. Il y a des draps qui ont disparu, il y a des photos qui ont disparu. On sent qu'il y a encore une vie qui était très récente il y a peu de temps. Et il reste notamment des sacs poubelles, il reste des livres, beaucoup. Cette famille semble s'être volatilisée. Ce sont les Dupont de Ligonnès. Il y a les 2 parents, Agnès et Xavier, qui ont un peu moins de 50 ans. Lui, 50 ans et sa femme un peu moins. C'est une famille voilà, de la noblesse versaillaise. Il y a d'un côté Xavier, qui est donc un comte, héritier d'une famille originaire du Gévaudan. Et Agnès. Donc cette famille, ils ont 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, qui sont tous scolarisés. Ils cherchent des indices. Oui, ils trouvent par exemple la clé de la cave qui est posée sur la table de la cuisine. On ne sait pas pourquoi. Ils trouvent des choses un peu curieuses. Ils trouvent ce balai qui est encore un petit peu humide. Ils trouvent une bouteille de détergent, une carte plastifiée avec un certain nombre de villes entourées. C'est un indice qui peut être important parce que est-ce que quelqu'un a préparé une cavale dans cette maison? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un peu gros? Il y a un livre en particulier qui retient l'attention de la police. C'est un livre d'Arlan Coben qui s'appelle « Disparu à jamais » et qui raconte justement la disparition d'un homme qu'on n'a jamais retrouvé et qui veut faire croire peut-être qu'il est mort, mais en fait qui mène une autre vie et qui a complètement disparu. Ce qui a mis le grain de sable, c'est l'histoire des lettres à la famille, aux amis très proches.
Il découvre une lettre qui fait plusieurs pages, qui est très longue, qui commence par coucou, et où Xavier explique qu'il a été témoin d'un trafic de drogue. Et dans cette lettre, il indique que le départ de toute la famille est programmé. Il invoque des raisons assez étranges selon lesquelles il serait témoin protégé et qu'il doit immédiatement partir. Et il explique qu'ils vont refaire leur vie ailleurs. Là, il y a cette fameuse phrase de Xavier qu'il avait mis en fin de courrier quant au boxon qu'il y a sous la terrasse. Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Et donc, il y a cette capitaine de police qui est une femme, je pense, très maligne et instinctive. Donc là, déjà, elle trouve que c'est une phrase assez étrange. Elle va au bout du jardin, elle se retourne, elle voit la maison, elle voit la terrasse. Sous la terrasse, elle s'aperçoit que la gamelle des chiens est coincée entre le sol et la planche qui leur sert de literie. Et là, elle se dit, mais pourquoi ces deux gamelles sont là? Pourquoi l'une est coincée sous cette planche? Et comment feraient les chiens pour avaler leur pâté? Donc elle commence à bouger. Puis là, je pense qu'il y a l'instinct du flic qui se met tout de suite en route. Et donc elle va soulever cette planche qui sert de niche pour les chiens, si vous voulez, et en la soulevant, elle s'aperçoit qu'il y a du ciment qui semble frais. À partir de ce moment-là, notre collègue commence à filmer nos constatations. Quand l'enquêtrice commence à fouiller, elle se rend compte qu'il y a du plastique. Donc là, tout le monde s'y met, tout le monde se met à fouiller. Dès qu'ils ouvrent la surface plastique, il y a une odeur terrible que les flics connaissent bien, qui est l'odeur de putréfaction des chairs. Et puis là, ils tombent sur une jambe et en fait, c'est la jambe de Thomas. Là, évidemment, ils appellent immédiatement le parquet de Nantes, donc le procureur Roncin, pour signaler cette découverte et là, tout s'arrête. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de 6 personnes était portée disparue. Voici les titres de votre journal. Le cauchemar dans une maison de Nantes. 4 corps ont été découverts. Pour le moment, ils appartiennent. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui, bien sûr, est maintenu. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. Il y a 5 corps qui vont être déterrés, quoi. C'est Thomas, ensuite c'est Agnès, ensuite c'est il y a Arthur, Anne et Benoît. Enfin, on est carrément sur une scène de crime, quoi. Ces corps sont enroulés, enveloppés presque dans une couverture, un drap, une couette. Et puis ensuite, ils ont été mis dans des grands sacs poubelles et puis ligotés. Donc c'est vraiment comme une nécropole ce qu'ils découvrent. En sortant l'oreiller du sac poubelle, faisons tomber un étui 22 longs rifles, couleur bronze et or oxydé, supportant la mention R sur le culot de la douille. Découvrons une petite croix en bois, un chapelet comprenant 11 boules, chapelet que nous saisissons et plaçons sous scellé. Ils ont chacun quelque chose de très symbolique et qui est relié au catholicisme, à la religion, et ce qui fait immédiatement penser aux enquêteurs que vraiment il y a de l'affection dans cet enterrement. Si c'était un rôdeur, je veux dire, ou un règlement de compte, etc., on ne prend pas la peine d'ensevelir comme ça et de cacher les corps à ce point-là. Les enquêteurs, ils savent rien, quoi. Ils savent juste que le père manque, le père a disparu et qu'il y a 5 corps. Alors, la première question, c'est comment ils ont été tués? En fouillant bien, les enquêteurs ne trouvent rien dans la maison. Et en fouillant vraiment bien, ils trouvent vraiment des petits bouts de projectiles,
un peu partout dans la chambre des enfants. C'est une piste qui malheureusement les mènera pas à grand chose, mais qui révèle quand même qu'il y a eu apparemment des tirs dans la maison. Les enquêteurs appliquent un produit qui s'appelle du luminol, qui fait ressortir toutes les taches, notamment les taches de sang, etc., tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Disons avoir constaté avec les fonctionnaires de l'identité judiciaire que le Blue Star a réagi sur l'ensemble du sol carrelé de la cuisine, sur le balai-brosse et à l'intérieur du seau sur lequel était posé celui-ci. On retrouve aussi des éclaboussures de sang sur les pieds de tabouret, les pieds de chaise. Là aussi, ça indique qu'il s'est passé quelque chose dans la cuisine. Donc les enquêteurs, bien entendu, interrogent tous les gens autour, notamment les voisins par rapport à la nuit du meurtre. Et a priori, personne n'entend de bruit, sauf un voisin. Je demeure à 200 mètres à vol d'oiseau du jardin des Ligonnès. Et il y a 15 jours environ, entre minuit et 2 heures du matin, je me souviens avoir entendu une dizaine, peut-être un petit peu plus, de détonations dont la particularité était leur rythme extraordinairement régulier. Je me suis mis à la fenêtre de ma maison, je n'ai rien vu de particulier. Pour être précis, j'ai entendu une séquence de 2 à 3 détonations, espacées entre elles d'environ 1 seconde. Puis, il y a eu une seconde séquence. Là, c'est le seul témoignage direct de ce qui s'est passé. Agnès Dupont-Ligonnès, elle avait un appareil contre l'apnée du sommeil qu'elle branchait chaque soir en se couchant. Il s'arrête vers 3 heures du matin. Et donc on sait qu'à partir de 3 heures du matin, il n'y a plus besoin de l'appareil. Donc on peut présupposer qu'elle meurt à cette heure-là. Il y a quelque chose d'autre dans la téléphonie aussi qui parle et qui est assez choquant, c'est qu'aux environs de 2 heures du matin, il y a un utilisateur d'un téléphone portable qui tape dans le moteur de recherche sur Internet « péché mortel ». Qui a tapé ça? Pourquoi? Est-ce qu'il a voulu passer un message en l'air? Est-ce qu'il a voulu faire un aveu? Avouer au monde par le biais d'Internet que c'était fait? Là se termine la première phase de son scénario qu'il a élaboré de manière extrêmement minutieuse. Et ensuite, il y a une deuxième phase tout à fait sidérante. Avons découvert que Thomas, l'un des fils de Xavier Dupont de Ligonnès, étudiant à Angers, est encore vivant le 5 avril 2011. Thomas a eu des échanges téléphoniques avec son père. Le père lui dit « il faut que tu viennes à Nantes parce que maman est à l'hôpital, etc. Donc il faut que tu viennes la voir ». Et on sait aussi par la téléphonie qu'il s'y rend, il échange des textos toute la soirée, etc. Il prend un train assez tard, il arrive vers 23h à la gare de Nantes. Ce soir-là, les 2 téléphones du père et du fils bornent à la gare de Nantes. Là, il y a un grand noir parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire, les questions qu'a pu poser et se poser Thomas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dernier texto de Thomas aux alentours de minuit, disant à un de ses amis « Je suis en train de regarder un film avec mon père ». L'ami répond un texto et il n'y aura plus de réponse. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus accablants contre Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que, puisque l'on sait qu'à 11h, ils se sont retrouvés, qu'il a attiré ce dernier fils qui, pour l'instant, n'était pas rentré à la maison, donc c'était un tête-à-tête. Et à partir de là, comme on retrouve le corps de Thomas sous la terrasse, c'est le crime qui accuse le plus le père de famille. Il lui tend un piège pour le tuer, quoi. Donc ça donne quand même une indication terrible sur la psychologie de Xavier.
Les enquêteurs ont très peu de pistes, donc ils essaient d'écumer toutes les pistes qu'ils ont, et donc ils fouillent notamment les véhicules qui appartiennent à la famille. Et dans la voiture d'un des enfants, ils retrouvent des tickets de caisse qui correspondent à des achats en amont. 1 mois et demi, 2 mois à peu près avant le meurtre, il va acheter des plaques de lino, entre autres choses, qui ont servi après pour le meurtre. Les plaques de lino, apparemment, ont servi au moment de l'impact des balles qui ont été tirées justement avec la carabine pour que le sang ne coule pas et qu'il n'y ait pas de projection, que le sang ne parte pas dans tous les sens. Encore une fois, on est sur quelque chose de très méthodique. Les causes et les circonstances de la mort résultent d'un traumatisme double crânio-encéphalique balistique à partir de projectiles d'armes à feu de droite vers la gauche. Différents prélèvements à visée toxicologique ont été réalisés. Tous les enfants, donc les 4 enfants, ont été drogués. Agnès Dupont-Ligonnès, il n'y a pas de drogue, mais ce que l'on constate, c'est que chacun des corps a eu 2 balles dans la tempe. Ce que cela dit du passage à l'acte, c'est que on drogue des personnes, et puis une fois qu'ils sont endormis, drogués, donc lourdement, eh bien, on passe dans les chambres l'une après l'autre. C'est donc une scène de crime sur une durée importante, et puis on les exécute les uns après les autres. Son exécution, elle est méthodique, elle est précise et elle est digne d'un serial killer, mais pas d'un père de famille. Non. Les orifices d'entrée semblent confirmer des tirs à bout touchant. La victime était vivante au moment des tirs. L'autopsie permet de déterminer que l'arme qui a tué tous les membres de la famille, c'est la même. Son calibre, c'est le 22 long rifle. Ce qui fait bien évidemment penser à un seul auteur. C'est très méthodique parce qu'avec un petit calibre comme du 22 long rifle, le tireur a utilisé 2 fois le projectile pour être sûr de ses effets, sachant que le calibre étant moyennement efficace, moyennement létal, eh bien, il a doublé ses chances d'aboutir à la mort des personnes. C'est très calculé. Recherchons une carabine 22 long rifle ayant appartenu à Xavier Dupont de Ligonnès. Ils savent très vite en menant l'enquête que la fameuse 22 long rifle pourrait être l'arme du père. Le père de Xavier est mort 5-6 mois avant et Xavier avait hérité de cette carabine. Qui récupère cette vieille carabine qui ressemblait à un jouet. Moi, franchement, ça m'a pas du tout choqué. Je me suis pas dit, tiens, qu'il va partir en savane, faire je sais pas trop quoi comme safari, ni ce qu'on apprendra par la suite. C'était impossible du tout, connaissant Xavier, d'envisager cette hypothèse, quoi. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, son regard, c'est vrai que j'insiste, quelque chose avait changé. Il avait un regard noir, vraiment. On retrouvera l'achat d'un silencieux dans le centre-ville de Nantes. Donc ça permet de remonter cette idée que tout a été très réfléchi et très mis sur pied, en fait, pendant des semaines. Depuis quand connaissez-vous Xavier? Je connais Xavier depuis 36 ans. Avez-vous vu une arme? Oui, je me souviens avoir testé sa carabine avec un silencieux dans son jardin. Xavier, il vient dans le jardin, voilà, prend la carabine et vise le ballon, là, tu vois, qui est à 5-10 mètres, quoi. Et Emmanuel fait ça pour faire plaisir à son pote, il vise la cible. Mais il se rend compte que Xavier recule au fur et à mesure. Et pourquoi il recule? Parce qu'il veut jauger l'impact de tir dans le voisinage. Mais c'est vrai que c'est une arme qu'on n'entend pas, quoi.
De nombreux articles sont sortis dans la presse, partout. Tout le monde ne parle que de Xavier Dupont de Ligonnès et de la mort de toute sa famille. Et un couple me contacte pour me dire qu'un mois auparavant, ils étaient au stand de tir près de Nantes et qu'ils ont reconnu Xavier Dupont de Ligonnès qui était avec 2 jeunes garçons et que tout à fait par hasard, eux ont pris des photos d'eux et que dans le champ, on voit Xavier Dupont de Ligonnès. La photo est glaçante parce que Xavier Dupont de Ligonnès a emmené volontairement ses enfants pour s'entraîner là-bas, sachant que, d'après l'enquête, à ce moment-là, il était quand même établi qu'il savait qu'il allait commettre le meurtre. Donc, quelque part, il emmène ses enfants là où il s'entraîne pour plus tard aller les tuer. Xavier, dès le moment où il a décidé de supprimer sa famille, c'est une machine qui se met en route, quoi. Lors d'un dîner de famille qui remonte à 10-15 jours avant les faits, il se trouve en présence de sa sœur, de son neveu, et son neveu qui est chasseur, donc est interrogé par Xavier qui lui demande de parler. Il pose des questions sur la façon dont on peut se débarrasser d'un gibier, mais d'un gibier spécial quand même qui correspond à la taille et au volume d'un corps humain, un sanglier. Véronique, sa sœur, me disait c'est bizarre, pourquoi il parle de ça? Il n'a jamais parlé de ça et ça l'intéresse pas même. Son gendre, il était étonné que Xavier pose ce genre de questions. Et quand elle nous a raconté ça, elle pleurait. Elle me disait je me souviens de ça, c'est horrible. Il voulait tout savoir. Et elle m'a dit ils ont parlé que de ça pendant tout le dîner, en donnant des techniques pour enlever pour désosser, etc. Truc de dingue. On sait que ce mec-là, il recule devant rien, quoi. Une telle préparation, une telle organisation, une telle minutie, ça dépasse l'entendement. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a un espoir de le retrouver. Les clés de l'enquête, on va maintenant creuser une des pistes, c'est l'épisode 2, et s'il s'était suicidé. Il avait des dettes, des maîtresses, et c'est d'ailleurs une de ces maîtresses qui fait sans doute basculer l'affaire. Xavier Dupont de Ligonnès lui a demandé un prêt de 50 000 euros, apparemment. 50 000 euros, c'était la demande de trop. Voici l'épisode 2 de notre série. Et s'il était en vie, l'épisode 2 où on se demande s'il s'est suicidé. Isabelle Quintard, Régis Desconclois, Simon Terrassier, Anthony Métro et Juliette Pellerin. Abandonnée sur ce parking d'hôtel, l'une des voitures de la famille décimée. Les enquêteurs l'ont retrouvée ce matin à Roquebrune-sur-Argent dans le Var. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils ont établi que Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, avait dormi ici la nuit du 14 au 15 avril. S'il est allé là, dans cet hôtel, il y a certainement une raison. Ma conviction, c'est qu'il s'est suicidé et que son corps se trouve dans une zone qui est proche de Roquebrune. Je suis journaliste, j'ai l'habitude de travailler sur des sujets d'enquête comme les psychotropes ou des affaires criminelles comme l'affaire Haddad. Je me suis dit qu'il fallait chercher à comprendre comment un homme en arrive à ôter la vie aux êtres qui lui sont les plus chers. Xavier Dupont de Ligonnès considère que lui et les siens, c'est la même chose. Si lui décide d'en finir, alors il emmène les autres avec lui. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé.
En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Et elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. Moi, je suis allé sur place. J'ai dormi dans le même hôtel. Et j'ai regardé autour de rond-point ce qui se passait. S'il marche 1 heure sur la route, c'est la Nationale 7. Il y a un monde fou qui passe là. Il paraît très difficile qu'il n'ait pas été vu. L'hôtel, si vous voulez, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire, on se focalise sur l'hôtel, mais c'est pas là le centre de l'histoire. C'est un subterfuge. La même chose que ce qu'il a fait à Nantes quand il avait caché les corps sur la terrasse en disant « Ne vous intéressez pas à la terrasse, c'était là avant, etc. » Il est très doué pour envoyer des écrans de fumée. Les dernières images qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une image d'une caméra de surveillance d'un distributeur de billets de banque où il fait un retrait de 30 €. Donc là, les enquêteurs se diront tout de suite, on part pas en cavale avec 30 €. Et par ailleurs, on voit une autre image dans cet hôtel. Il est dans un couloir, il regarde la caméra bien en face. Après visionnage, l'individu est formellement identifié. Il se rend à la chambre 202 sous le nom de Xavier Dupont et règle en espèces. Le lendemain, le 15 avril, constatons que l'individu recherché sort une première fois pour prendre un café, puis remonte prendre une douche, puis quitte sa chambre et l'hôtel. On a l'impression que c'est une mise en scène. Il porte un livre, un polar qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Glacé, et qui raconte aussi une histoire de tueur en série et de disparition parfaite. Donc est-ce un signe? On ne sait pas, mais en tout cas, pour ceux qui le connaissent, c'était un peu un défi. Cours après moi. C'est une sortie royale, quoi. Il disparaît dans l'axe de la caméra avec un sac assez long. On pense qu'il y a la 22 long rifle qui est dans le sac. Voilà, c'est bye bye tout le monde. Je quitte la scène, quoi. Il n'en a rien à faire, quoi. Il sait qu'il est filmé, il est pas idiot, il sait où sont les caméras. La question, c'est évidemment où est-ce qu'il part. La conviction des policiers, c'est, face à un tel massacre, il a dû se suicider. La dépression, c'est un élément majeur dans cette affaire parce que c'est elle qui va finalement mettre le feu aux poudres et il ne fait pas de doute que Xavier Dupont de Ligonnès est dépressif et c'est ça qui va le ronger et qui va déclencher le passage à l'acte. Donc il est au bout du rouleau et il ne voit pas d'autre solution que la mort. C'est là où il a organisé tout ce plan macabre, complètement machiavélique. Xavier a une pièce dans sa maison à Nantes qui est au sous-sol, qui est une pièce qui est son bureau. C'est vraiment son antre, c'est vraiment l'endroit où il s'isole de sa famille aussi, et où il pense, il réfléchit, il écrit. C'était une cave qui n'était pas vraiment décorée. Bon, on a retrouvé une machine à café dedans, on a retrouvé un fax. Pour ajouter en plus au côté sordide de cette pièce, il y avait un carton avec toutes les cartes de visite. Il y avait énormément de pistes en fait avortées, des pistes abandonnées, professionnelles en fait, qui reflétaient complètement ses échecs. Et c'était un petit peu comme l'antre de la bête en fait. C'était là où il descendait et comme si, quand il était dans cette bulle, il pouvait se révéler et être lui-même. Ses enfants le disent, les amis qui venaient le voir au domicile le disent. Il était tout le temps en train d'écrire.
Xavier Dupont de Ligonnès était un geek pour l'époque, donc il passait énormément de temps sur son ordinateur, ça représentait des heures par jour, et puis il tapait tout sur son ordinateur. J'ai repris les correspondances, les mails, ça fait longtemps qu'il était dans une espèce de marécage, tout en gardant une façade, une sorte de standing, plusieurs voitures, les enfants dans des écoles privées. On va bien, on va faire des cours de danse, de country ou je ne sais quoi ensemble, on va à des mariages, on a l'air d'une famille parfaitement heureuse. Derrière, c'est le naufrage complet, c'est-à-dire elle passe son temps à se plaindre de son mari, de sa solitude, de son marasme affectif, sexuel. Elle raconte tout ça à des inconnus sur la toile. Elle a des mots extrêmement durs. Tu es un ours qui n'a envie de voir personne. Un solitaire qui n'aime pas les gens. Tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con, et un complexe d'infériorité car tu es mal à l'aise avec des gens qui ont de bonnes situations et plein de fric. Tu es un timide maladif, mal à l'aise en société, et tu as des problèmes avec les femmes. Xavier, c'est quand même un super loser. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un voyageur de commerce qui passe des semaines sur la route, dans sa voiture, à aller voir des gens dans les hôtels. Donc il faut pas s'étonner qu'en laissant Agnès seule tout le temps, toute la semaine, elle s'ennuie, mais c'est terrible. Il va découvrir qu'elle le trompe, et en plus avec son meilleur ami qui est Michel Rétif. Et donc Xavier, c'est un peu un monde qui s'écroule. Et comme il veut pas divorcer d'Agnès, comme il veut pas perdre la face... Il réagit... Premièrement, en disant j'ai du mal à m'en remettre, etc. Je comprends pas, je croyais que j'avais une femme fidèle et tout, et tout, et tout. Et puis finalement, il va élaborer, là encore, un scénario qui est quand même assez extravagant, qui est d'organiser en quelque sorte une partie à trois où je joue le rôle de voyeur avec Michel. Et donc là, il y a pour Agnès, c'est une humiliation. C'est une manière pour lui de récupérer le pouvoir. C'est un homme qui veut contrôler la situation. Du point de vue d'Agnès, sa vie ne va être qu'une longue désillusion face à Xavier. Et elle va le traiter de bon à rien à un moment un peu particulier, qui est le moment où elle va hériter d'argent. Un héritage qui était assez important. Alors on a parlé de 300 000 €, mais bon, moi j'ai eu des informations comme quoi c'est beaucoup plus. Elle va s'apercevoir petit à petit que Xavier a dépensé tout cet argent pour essayer de monter des affaires qui ne vont jamais marcher. Et donc il va finir par entièrement dépenser cet argent-là et les laisser dans le besoin. C'est un énorme stress pour moi, car je n'ai plus rien. J'ai un cafard noir. Il n'a pas agi comme il aurait dû. Il ne s'est pas bougé à temps pour ne pas risquer de perdre tout mon argent. Je ne veux plus de ces explications à la noix. C'est terrible à dire, mais parfois je pourrais presque penser que c'est un bon à rien. Les enquêteurs vont retrouver un document qui est tout à fait incroyable où, en fait, il faisait le coût de chaque membre de la famille. Finalement, cette famille qui a l'air d'avoir un train de vie bourgeois a du mal à boucler les fins de mois. Il était en échec sur tous les plans. Il était en échec sur le plan conjugal, ce qui est vrai, sur le plan professionnel, ce qui est vrai, sur le plan financier, qui est vrai également. Xavier, ces derniers temps, était un petit peu blasé par ces histoires d'argent. Il fallait qu'il rame beaucoup pour pouvoir entretenir toute sa famille. Un des soirs où il est venu dîner à la maison, il m'avait dit « Écoute, moi c'est simple, j'ai un but, c'est à 50 ans, je veux être rentier. » Xavier, on avait des liens très amicaux, on va dire. J'avais hébergé son entreprise sur ma boîte postale. Il a quitté son métier de représentant, mais il avait l'intention, évidemment, de faire fortune. Et donc, comme c'était l'avènement d'Internet et des sites, etc., il avait voulu créer ce site Internet qui s'appelle La Route des Commerciaux. Et il avait une idée qui était assez intéressante. Il s'agissait de mettre en rapport par Internet des commerciaux et des hôtels. C'était pas bête du tout. Plutôt que d'essayer d'y aller doucement et de construire petit à petit son succès, en fait, il emploie très vite plein de monde dans plusieurs départements, des amis à lui. Mais en fait, comme il n'a pas le capital qui va avec, comme il n'a pas les investissements possibles, très vite, ça s'écroule. Et plutôt que de dire « bah ça marche pas », il essaye de compenser, il essaye de montrer que si ça va marcher, il continue d'y croire. Un jour, je lui ai dit bah, « Est-ce que tu pourrais me filer une carte de visite ?» Et là, à ce moment-là, il a eu de la peine à me trouver
pauvre carte de visite complètement vieillie, on voyait plus rien dessus. Et là, je me suis dit, bon, pour quelqu'un qui est dans les affaires, ne pas avoir des cartes de visite, en tout cas de belles cartes de visite, j'ai trouvé ça un peu louche. C'est quelqu'un qui ne cesse d'entreprendre en pensant qu'il va devenir le nouveau Bill Gates et qui ne cesse d'échouer. Il gagnait pas suffisamment pour entretenir sa famille. Il cachait à sa femme qu'il avait des dettes, l'URSSAF, etc. Il recevait une partie de son courrier, non pas à la maison, mais chez son copain Emmanuel. Emmanuel Tonner, son ami de toujours. Emmanuel Tonner qui est homosexuel et qui est amoureux de lui. Je trouve qu'il a abusé de l'affection effectivement que lui portait cet ami. Lors de vacances qu'Emmanuel avait prises à un moment, il a confié les clés de son appartement à Xavier. Et quand il arrive à Roissy, il a 50 messages de Xavier qu'il va falloir que tu arrives quand. Et il lui dit voilà, il faut que je te raconte un truc, Emmanuel, j'ai rencontré une fille, on est allé faire des choses dans ton appartement, je suis allé chercher des clopes et quand je suis revenu, la fille elle a dévalisé. Elle a pris tes bijoux de famille, elle a pris ton cash de l'ordre de 6 000 €. Donc Emmanuel, il est catastrophé, quoi. Ce qui désigne Xavier dans cette histoire, c'est que tous les bijoux de famille sont volés, sauf la médaille de baptême. Ce qui est un peu, c'est un peu une signature. Le côté religieux de Xavier ne lui permet pas de dérober la médaille de baptême de son ami. L'argent, il en trouve, il en emprunte, il le rend, il en emprunte encore, etc. Et puis parfois, il fait des écarts. Les enquêteurs vont tomber sur des courriers du père, donc Hubert Dupont de Ligonnès, disant à son fils « Mais comment t'as osé, pendant que j'étais à l'hôpital, t'es allé vider des comptes ?» C'est parce qu'il vient de découvrir qu'il a 12 700 € en moins sur son compte, quoi. Et que c'est son fils qui a fait ça, et ça se fait pas, quoi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et là, on voit un peu la méthode d'embrouille de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que lui répond « Oh non, j'en avais juste besoin un moment, mais tu sais, je vais te faire gagner de l'argent parce que je vais te le rembourser avec des intérêts, etc. Non, papa, t'inquiète pas, ton fils est honnête. » Mon cher papa, utiliser ta réserve disponible de 12 700 € me dépanne bien. Mais je ne t'embrinque pas dans mes affaires, lesquelles sont saines et nous font vivre depuis 10 ans, à raison de 120 000 € de revenus par an. Xavier, il est passé dans un autre mode, quoi. Il recule devant rien, quoi. Il cambriole son pote, il vole son père, et puis après, il va voler sa maîtresse. Dans ces affaires-là, où l'on finit par tuer, finalement, il y a l'argent et il y a l'amour. Et donc, on va lui prêter beaucoup de conquêtes, alors que ce n'est pas vraiment un Don Juan, Xavier Dupont de Ligonnès. Mais on retrouve une relation, une liaison. C'est une ancienne conquête de jeunesse, en fait, qu'il a retrouvée. Une certaine Catherine. Catherine, c'est une fille qu'il a rencontrée quand elle avait 15 ans. Il est tombé amoureux. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h47, votre invité. Et finalement, le jour où il entend la voix de Catherine à la radio, qui est une chef d'entreprise qui a un peu réussi, tout d'un coup, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Ils sont un peu retombés en pamoison l'un et l'autre, et donc ils ont effectivement vécu quelques mois de liaison, et il a finalement emprunté de l'argent à cette femme, 50 000 €. Le souci avec cette empreinte de 50 000 €, c'est qu'elle lui demande de le rendre, et que là, il est coincé, parce qu'elle lui envoie les huissiers. Donc là, évidemment, si vous voulez, le poteau rose va être découvert, en fait, c'est ça. Se met en place l'idée que le problème numéro 1 de Xavier, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est-à-dire que Xavier est aux abois. Ma Catherine, je suis ruiné, dans le fond du trou. J'ai 4 mois de loyer impayé. Ma vie actuelle se termine si je ne trouve pas 25 000 € immédiatement. S'il apparaît rapidement qu'il est coincé et endetté, il va falloir qu'il quitte cette maison. Ce qui peut faire partie des mobiles de cette tuerie familiale. Je me réveille tous les matins avec des crises d'angoisse insupportables, dont certaines durent jusqu'à midi, avec des difficultés à respirer et de la tachycardie.
Je ne connais personne qui puisse vivre avec un stress aussi fort que le mien et ne pas sombrer dans la dépression ou le suicide immédiat. Lui demander s'il est heureux. Je crois que ce soit maintenant ou il y a 10 ans, la réponse est sans doute la même. Oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied. Encourageant, hein? Alors on appelle ça suicide altruiste ou suicide d'accompagnement, enfin il y a un certain nombre de termes, mais les psychiatres relèvent que le genre d'individu qui effectue ce type d'acte criminel, en réalité, considère que lui et les siens, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre lui-même et sa famille, lui-même et ses enfants, lui-même et sa femme, et que donc, si lui décide d'en finir, alors il emmène les autres avec lui. Et ça, c'est une clé essentielle pour comprendre toute l'histoire de Ligonnès. C'est aussi un truc de mégalomane. Comme lui ne peut plus subvenir à leurs besoins, il décide donc de leur offrir un meilleur avenir et je pense qu'il a réfléchi très sérieusement à quel allait être le meilleur avenir pour eux. Et il s'est dit, le meilleur avenir, puisqu'il croit en la religion, c'est le paradis. Donc il va leur offrir le paradis. En quoi Dieu a-t-il besoin qu'on lui offre la mort d'une bête, d'un enfant, de son fils ? Peut-on sacrifier sa famille sans être qualifié de monstre ? A-t-on le droit de vie et de mort sur ses enfants, puisqu'on est leur géniteur ? On est en juillet 2010, le 11 juillet. Il envoie une lettre à 2 de ses amis, Emmanuel et Michel, qui sont ses plus proches amis. Et il raconte que sa situation actuelle est plus que précaire. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture, assurance 600 000 € pour Agnès pour élever les enfants. Foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort, plus aucun problème pour personne. Et puis il a une phrase quand même terrible qui est typique de Xavier. Je mettrai le feu à la maison pendant que tout le monde dort. Si tu mets à la plage, je prendrai ma carabine, je tuerai tout le monde dans la famille pendant que tout le monde dort. On a la décision que Xavier prendra un an plus tard, quoi. Ça, c'est aussi un des grands mystères qui fascine dans l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors qu'il a de l'avance sur les policiers, il a enterré les corps, il quitte la maison, il pourrait aller vers n'importe quel aéroport et disparaître au fin fond de l'Amérique du Sud. Il prend sa voiture et il refait une sorte de parcours un peu étrange dans le sud de la France. Si on le regarde de très près, son périple dans le sud, on voit qu'il remonte à l'envers le fil de sa vie. Ça, c'est frappant. Il repasse par les endroits où il a vécu. Draguignan, l'Orgue, Grimaud, où il a habité, où il allait étant enfant, et que là, ensuite, il décide de disparaître dans un endroit qu'il connaît très bien. Nous avons des effectifs à terre et en l'air qui vont surveiller le terrain et qui vont essayer de découvrir quelque chose. Je m'appelle André Roudot et ma passion, c'est la spéléologie depuis l'adolescence. Nous avons été réquisitionnés en juin 2011 pour fouiller les cavités qui se situent autour de Roquebrune-sur-Argence. L'arrière-pays est un endroit qu'il connaît, qui est un endroit très compliqué, avec énormément de cavités, de ravins. Et donc, les enquêteurs se disent, il est parti à pied avec sa housse, il y a l'arme dans sa housse, il est allé se suicider dans l'arrière-pays. On a un fichier dans le Var, fichier des cavités du Var, et on a fouillé les cavités qui étaient sur le fichier. On n'a rien trouvé. C'est assez étonnant, ouais. Parce qu'en règle générale, souvent, quand la chasse reprend au mois de septembre, il y a forte chance qu'on retrouve une personne suicidée. Une des possibilités, c'est que pour des raisons qui lui appartiennent, pour des raisons affectives, symboliques, il ait choisi d'aller se foutre en l'air dans une cavité là-bas. Il quitte l'hôtel par ici. Là,
Ce qu'on voit sur ce rond-point, c'est qu'il y a 8 directions possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une des possibilités, c'est qu'en sortant tout de suite ici, il passe sous l'autoroute et il prend ce chemin, qui est le chemin des Châtaigniers, sur lequel il n'y a personne. Qui ensuite, ce chemin des Châtaigniers, longe l'autoroute avant de prendre la direction des collines, là, de la forêt, etc. Là où ça devient intéressant, c'est que la police a eu le témoignage d'un homme qui a raconté qu'il avait vu un homme qui correspondait à la description de Xavier de Ligonnès dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire dans le chemin là, qui s'enfonçait dans la forêt. Et donc il a choisi quelque chose qui nous paraît à nous probablement impensable, quoi. Mais quoi, je ne sais pas. Ça peut être un endroit qu'il connaît parfaitement, mais il a un mot d'ordre dans sa tête, c'est de toute façon, vous ne saurez rien, je suis le maître du jeu. On n'est pas obligé de retrouver la carabine. Vous savez, il peut très bien se débarrasser de la carabine en la jetant dans un cours d'eau ou dans un lac qui se trouve à proximité, là, à Roquebrune. Et elle est suicidée en s'attachant une pierre autour du cou et se jetant à l'eau, vous voyez. Bon, tant qu'on n'a pas d'éléments, on restera sur des hypothèses. Moi, j'ai pas de certitude. J'ai des quasi-certitudes et j'ai des convictions. Je pense que ce n'est pas possible de faire ça tout seul. Le soir du meurtre, d'après les enquêteurs, Xavier s'est créé un compte. À partir de l'adresse de Thomas, il s'est créé encore une autre adresse mail. Peut-être que cette adresse mail est créée pour correspondre avec un complice ou même peut-être avec une personne qui ne sait pas qu'elle aide un meurtrier. En tout cas, cette adresse mail, elle n'est pas créée au hasard. Épisode 3, malgré toutes les recherches, aucun corps n'a été retrouvé. Alors la piste de la cavale est plus que jamais ouverte, avec tous les fantasmes possibles. Vous en connaissez certains. La piste du monastère en France, en Amérique du Sud, peut-être même aux États-Unis. Vous allez voir dans un instant que c'est une piste sérieuse. Cet homme est-il capable d'être un fugitif, de tenir 10 ans et d'être ainsi l'homme le plus recherché de France? La piste de la cavale, c'est le dernier épisode de notre série. Je pense sincèrement qu'il ne s'est pas donné la mort et qu'il se cache quelque part. Il y a 2 options. Il y a l'option, je dirais, Australie, très loin. Xavier refait sa vie avec une famille, voilà. Et il y a la deuxième option, qui n'est pas inintéressante, parce que ça ferait partie de Xavier, le joueur d'échecs. Alors qu'on croit que Xavier est au bout du monde, pas du tout. Il est caché à 30 km de Versailles, dans une propriété près de la forêt. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé. En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. Je m'appelle Bruno de Stabenrath. En 77, j'ai rencontré Xavier de Ligonnès en terminale et on est devenus les meilleurs amis du monde. C'était pas un truand, c'était pas un salopard. Donc j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé.
Et à travers les témoignages, à travers ce qu'on m'a dit de lui, de savoir à quel moment il dérapait. Et comment se mettait en place la vie d'un homme qui avait des rêves, qui se change en l'assassin de sa propre famille, quoi. L'homme le plus recherché de France serait-il passé par Sospel jeudi dernier? L'information a été révélée par le quotidien Corse Matin. Un récent témoignage évoque un passage par Bastia. Le principal suspect donc reste introuvable. Certains affirment avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès il y a quelques semaines en Italie. Mais les policiers n'ont à ce jour aucune certitude. Il y a une histoire troublante d'un automobiliste à Lançon-de-Provence qui prend en charge à 2h du matin à la station Total, donc sur l'autoroute, un autostoppeur. L'automobiliste, lui, ne prête pas attention à lui, mais son passager lui dit « Mais tu l'as pas reconnu, ce type-là c'est le gars qui est recherché par toutes les polices de France. » Enfin bref. Ils vont en parler à la police, qui prend l'enquête à ce niveau-là. Et à la station, ils vont questionner la préposée qui était de service cette nuit-là, et ils vont regarder les vidéos. Effectivement, c'est troublant, vous avez un type avec des sacs de routard. Il demande à la fille qui se trouvait à la caisse si elle le reconnaît. Elle dit oui, il est venu me demander un café. Et elle le reconnaît sur la photo. Et elle donne le détail très troublant qu'il lui manque une dent sur le côté droit, une molaire, et quand il a souri, elle a vu qu'il y avait un trou à la dentition. Cet élément n'a jamais été apporté ni par les médias ni par quiconque. C'est troublant. Alors ces faits se situent le 26 avril, c'est-à-dire 10 jours après le début de sa cavale, on va dire, sa sortie de l'hôtel Formule 1. D'après l'automobiliste, il sentait mauvais. Donc ça pourrait correspondre à quelqu'un qui est resté vivre dans les bois. Et ce type demande à être déposé à la gare d'Aix-en-Provence. D'après les caméras de surveillance, il achète un ticket pour aller nulle part, un ticket de 1,20 €. Sans destination. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On va rester avec un point d'interrogation. Au départ de mon enquête, je me dis c'est 50-50, suicide ou cavale. Les proches que je rencontre, sœurs, mères, amis proches de 35 ans, ils me disent tous, lui se suicider. Jamais. Je me suis dit, si tous les proches disent la même chose, c'est quand même... ils le connaissent, ce sont ceux qui le connaissent le mieux. J'étais restaurateur, en fait, je tenais le bar-restaurant Le Ralliement, qui était à l'angle de la rue Boulevard Schumann et des Américains. Monsieur de Ligonnès passait souvent le samedi matin boire un café. On sentait que c'était un type qui aimait bien la vie, quoi. Il était agréable. Mais par contre, il changeait souvent de look. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec ses proches. Xavier Dupont de Ligonnès, il se rase la tête, il se laisse pousser la barbe. C'est plus lui, c'est un autre. Donc chaque année, ses connaissances sont un peu scotchées et disent mais c'est dingue. Il se poussait les cheveux, même assez longs des fois, et puis le lendemain il revenait bouffe, il était rasé, la barbe. Non, ça c'était son truc, ça. Il avait du bagou, il avait la capacité de se cacher, de passer partout, de l'homme caméléon. Il a un pouvoir de conviction, il lui fallait pas tellement longtemps pour remonter quelque chose, remonter sa vie. Il y a eu, dans la première semaine
qui a suivi les disparitions, un tas de procédés que Xavier Dupont de Ligonnès a utilisés pour gagner du temps et pour brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il donne ses mots d'explication, ses mots d'absence, etc. pour tous les membres de la famille. Donc, personne ne s'inquiète. Dans un premier temps, il gagne déjà une semaine là-dessus. Xavier va appeler les écoles. Agnès, son épouse, est pion dans un collège catholique, la Perverie. Et tout d'un coup, tous les messages arrivent en disant que la famille a immigré en Australie. On suppose que c'est Xavier qui, dans sa cave, a mis sur une table les 5 portables et répond aux copains d'Agnès, à la petite amie d'Arthur, à Thomas. Je suis malade, ne comptez pas sur moi. Ce qui est terrible, c'est que tout d'un coup, il devient l'interlocuteur de sa famille déjà qui est assassinée, quoi. Il répond à leur place. Il utilise un langage de SMS qui n'est pas du tout ceux des enfants, quoi, ni d'Agnès. Pas d'inquiétude, à la masse. Son père dans la région parisienne. Putain, plus de batterie. Je dors tout le temps. Malade comme un chien, je me recouche. Il a oublié son portable. Mon père doit aller chercher mon chargeur. Donc en fait, ce temps, il l'a gagné, il a construit ce temps. Donc du coup, à quoi servait toute cette organisation? À quoi servait tout ce temps gagné, ce brouillage de pistes, si ce n'est pour échapper et partir en cavale? Les investigations techniques ont permis de localiser, de géolocaliser le téléphone portable de Xavier Dupont de Ligonnès, en tout cas celui qu'il utilisait. Ce qui est étrange, c'est qu'il borne à des endroits où il n'a rien à faire dans la nuit. À quelques reprises, il bande dans une banlieue voisine, assez tard dans la nuit, et d'ailleurs il reste toute la nuit là-bas. Et là, ça a toujours été très flou, les enquêteurs n'ont jamais su ce qu'il avait fait là-bas. Cette cité de Port-Boyer est connue sur Nantes pour être une cité de quartier difficile, avec une petite mafia locale. Mais c'est aussi un endroit discret, où la nuit, on peut penser qu'on va pouvoir dissimuler des choses relativement facilement. Il y a beaucoup d'hypothèses, notamment celle qui dit qu'il aurait essayé de se procurer des faux papiers. Cet homme doit s'enfuir avec une nouvelle identité. Et s'il doit s'enfuir avec une nouvelle identité, il doit nécessairement posséder des papiers qui lui permettent d'usurper une identité. Donc ça n'a pas été vérifié, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un faussaire dans cette cité? Nul ne le sait. Ce qui a été évident, c'est que Xavier, à ce moment-là, il veut supprimer son ancienne vie. Il veut l'oublier. Il veut faire ce que j'appelle un reset. Et recommencer une nouvelle vie. Tout ce qui pourrait éveiller les soupçons, tout ce qui pourrait conduire à une éventuelle enquête, des interpellations, des interrogations, des documents qu'on retrouverait, etc., tout ça doit être balayé. C'est une amie d'Agnès qui me dit que 3-4 semaines avant les crimes, elle passe donc Boulevard Schumann voir Agnès et Xavier est dans le jardin et avec Arthur et Thomas, ils sont en train de cramer plein de papiers, de banques, de machins, ils font un grand feu. Donc on ne retrouve plus rien, voilà, donc tout disparaît autour de lui. Je savais aussi que son téléphone a borné pas loin d'un espèce de lac qui est dans Nantes. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'est débarrassé de matériel qu'il ne peut pas transporter, disons, au vu et au su de témoins éventuels. C'est la voisine Gaëlle qui a vu Xavier de Ligonnès charger la voiture avec des gros sacs. Alors, elle ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais il y en avait pas mal, apparemment. Ce qui explique que les enquêteurs n'ont rien trouvé, hein, ni les ordinateurs, donc il a tout débarrassé. C'est sûr que si vous jetez du matériel informatique dans une rivière, dans la vase, il faut déjà le retrouver.
Une unité centrale qui est récupérée par quelqu'un, il y a un disque dur à l'intérieur, ça peut amener des révélations. Est-ce qu'il a jeté ordinateur et téléphone portable dans le lac? Nul ne le sait puisque personne n'a été vérifié. C'est la question de l'enquête. Est-ce qu'il a été aidé? Est-ce qu'il a eu des complices? Le 6 avril, Xavier a ce dernier échange téléphonique avec Michel Rétif. Michel, c'est un peu le compagnon d'aventure de Xavier. Quand Michel Rétif réussit à joindre Xavier Dupont de Ligonnès le 6 au soir, il réussit à le joindre, à le contacter, alors que le téléphone est éteint la majeure partie du temps. Vous êtes le seul correspondant de Xavier Dupont de Ligonnès ce 6 avril 2011. Que pouvez-vous nous dire sur cette coïncidence? Je ne vois pas. J'ignore pourquoi j'ai été le seul correspondant de Xavier ce jour-là. Quel a été le sujet évoqué? Je ne me souviens plus. Monsieur Rétif, essayez-vous de cacher quelque chose sur Xavier? Non, je ne cache rien. Je ne me souviens plus de ces 25 minutes. Quand on fait la comparaison du bornage téléphonique de Michel Rétif, un des amis les plus proches de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est effectivement troublant. Xavier descend dans le sud et il se trouve que cet ami Michel se trouve également dans le sud. Ils sont à très peu de distance l'un de l'autre. Pouvez-vous nous donner des explications sur cette coïncidence? J'étais dans la région pour un déplacement professionnel. Le 13 avril, j'ai dîné et passé la nuit au Mercure de Fréjus. Nos constatations techniques sur votre facturation détaillée font apparaître que vous n'avez pas passé la soirée du 13 avril 2011 à l'hôtel Mercure de Fréjus, comme vous venez de le déclarer, mais vous vous êtes rendu à Grimaud et à Saint-Tropez. Vous n'avez regagné l'hôtel qu'aux environs de 22h55. Expliquez-vous sur cette nouvelle contradiction. Je ne vois pas. Je ne me souviens pas. Monsieur Rétif, vous nous mentez. Expliquez-vous sur ces faits. Xavier aurait pu avoir un complice sur place à qui il n'aurait pas, évidemment, dit ce qu'il avait fait. Il arrive, il dit « tu m'emmènes quelque part », etc. Mais il faut imaginer cette personne qui ensuite apprend que ce qui s'est passé, 5 meurtres, et qui ne dit rien. Michel, il était atteint d'un cancer et il s'est suicidé. Il a fait d'ailleurs une dernière soirée où il a invité ses bons amis. Puis 3-4 jours après, il s'est mis dans une baignoire et il s'est ouvert les veines. Moi, je ne sais pas si il aurait pu partir en cachant ça, quoi, en quelque sorte. Qu'il avait aidé quelqu'un qui avait tué sa femme, ses 4 enfants. C'est lourd, quoi. Hein. Un certain nombre de pistes ont été explorées afin de savoir où il avait pu partir. L'une des pistes, en lien naturellement avec son appétence pour la religion et les questions tournant autour de la religion catholique, ça a été de se dire les seuls qui sont capables d'accueillir un homme à qui l'on reproche de tels crimes, c'est ceux qui se rassemblent autour de la foi chrétienne, qui ne jugent pas, qui n'approuvent pas, mais qui ne jugent pas. Personne n'a oublié cette affaire glaçante et jamais résolue. La disparition mystérieuse de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour avoir exécuté son épouse, ses 4 enfants. 7 ans après, il y a une alerte prise très au sérieux ce matin. La police a mené une opération dans un monastère dans le Var. On croit l'avoir reconnu. Il est là, peut-être. Et puis comme c'est Roquebrune-sur-Argence, c'est là où il a disparu, donc pourquoi pas, après tout. C'est l'essence même de ces monastères que d'accueillir celui qui le demande, le pécheur, qui veut se repentir, et qu'il n'y a pas de plus haut pardon que celui du Seigneur. Et en particulier dans ces monastères qui n'ont pas reconnu Vatican II et qui ont continué de penser que la justice divine était supérieure à la justice des hommes. À partir de là, il n'y a pas de raison qu'il n'accueille pas Xavier parce que c'est Dieu qui va s'occuper de rendre justice et non les hommes.
C'est normal qu'il cherche si quelqu'un a dit quelque chose. Mais quel est celui qui a dit qu'il l'avait vu? C'est à la personne qui l'a vu à dire quelque chose. Les moines ne vont pas balancer quelqu'un qui raconterait à quel point il est en perdition, à quel point il a besoin de se retirer de la vie sociale pendant un moment. Donc en fait, ça pouvait effectivement être une protection, ce réseau religieux. On l'a vu fonctionner dans l'affaire Paul Touvier, qui était donc le chef de la milice de Lyon, qui s'est caché pendant des années, des décennies, allant d'un monastère à l'autre, etc. Donc ça a existé. Une nouvelle fois, il reste introuvable. 2 heures après leur arrivée, les enquêteurs de la police judiciaire repartent sans Xavier Dupont de Ligonnès. La question de la foi, de la religion, est au cœur finalement de cette affaire, parce que c'est un homme qui était véritablement hanté, torturé, taraudé par la question de la foi jusqu'au bout. Quand on sait que plusieurs mois avant les meurtres, il passait son temps sur des sites de discussion catholiques, à parler de Dieu, des anges, de Lucifer, de l'ascendance de Jésus, etc. Et qu'après les meurtres, il a continué à aller sur des sites de discussion catholiques. Donc cette question religieuse est au centre de l'affaire. Il m'a dit un jour, ma mère, je me souviens, ma mère entend des voix. Au début des années 70, elle crée sa propre église, qui s'appelle l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, ça n'a rien à voir avec Philadelphie aux États-Unis. C'est Philadelphie en rapport avec l'Apocalypse de Saint Jean, où il y avait 7 églises, Smyrne, Éphèse, etc. Et il y avait une des églises qui s'appelle Philadelphie, qui était la seule qui échappait au courroux du Seigneur. Et donc Xavier grandit dans ce milieu apocalyptique, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan, l'apocalypse est proche, il faut se repentir, et seuls ceux qui se repentent pourront échapper au courroux de Dieu. Et pour ça, il faut venir dans mon église, parce que les autres sont corrompus. Alors c'est vrai qu'il m'a jamais proposé de faire partie de Philadelphia. Il devait peut-être sentir que j'étais un mauvais élément. Les enquêteurs ont souvent regardé du côté de la mère de Xavier. Ils ont été perquisitionnés au domicile de la mère et de la sœur qui habitent ensemble. Ils ont retrouvé plusieurs téléphones portables et 13 000 € en liquide. Ils ont trouvé 6 portables, 6 lignes de téléphone, pour qui, pourquoi. Parce que dans ces lignes de téléphone, est-ce qu'il y a une ligne qui était réservée à Xavier? Est-ce que Xavier aurait été aidé dans sa fuite? Est-ce qu'il aurait bénéficié de réseaux? Pourquoi pas? Vu que sa mère et sa sœur le pensent complètement innocent, on est en mesure de se demander si elles n'ont pas pu l'aider. Donc c'est pour ça que les enquêteurs se sont beaucoup penchés dessus. Malheureusement, cette piste, aussi intrigante qu'elle est, n'a jusqu'alors pas donné grand-chose. Moi, je pense qu'il avait pris un cargo, mais parce que dans un premier temps, je pense à l'Amérique du Sud, puisqu'il parlait espagnol, qu'il est brun. Puis l'Amérique du Sud, ça lui permettrait plus tard de remonter sur les États-Unis, notamment le Texas. Le rêve américain, c'est le rêve américain de Xavier Dupont de Ligonnès. Il emmène son copain Michel Rétif, parce qu'ils sont tous les deux un peu en rupture, célibataires, ils veulent aller se faire un grand voyage. Donc ils partent tous les deux à la fin des années 80 aux États-Unis, et puis à partir de là, ils sont libres. Donc en fait, ils vont aller visiter 48 États américains sur 3 voyages différents qui durent des mois. Le 12 avril 2011, ma copine découvre dans la boîte aux lettres une nouvelle enveloppe, postée le 9 avril, et contenant les photos souvenirs de nos voyages avec Xavier aux États-Unis. Elles étaient accompagnées d'un message « Souvenir, souvenir ». Et c'est vrai que quand il y a ce petit message de Xavier qui lui dit « On se retrouvera là où tu sais ou Dieu sait quoi ». Je penserai bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où, mais tu y es passé avec moi, en novembre 90. Un 10 à creuser. LOL.
Il faisait pas allusion au paradis blanc. Non, il faisait allusion, je pense, à cet endroit où ils avaient été très heureux, enfin surtout Xavier, qui était ce petit village au Texas qui s'appelle Alpine, où Xavier avait rencontré une Texane qui s'appelait Mindy, qui avait un grand ranch. Et Xavier m'avait envoyé des photos et tout ça, il m'avait dit, tu sais, c'est vraiment l'endroit où j'étais le plus heureux, où je terminerai ma vie. Pendant ce fameux voyage qu'il fait quand il a 18-19 ans avec son meilleur ami, il y a l'affaire John List, à ce moment-là aux États-Unis, qui éclate. C'est l'histoire de cet homme qui est aussi baigné dans un univers très catholique. Il est criblé de dettes et il assassine froidement sa mère qui habite avec lui, sa femme et ses enfants. Et il prend la fuite et il sera retrouvé que 18 ans plus tard. Il a forcément entendu parler de cette histoire. Alors, moi, je ne dis pas qu'il a copié cette histoire. Je dis qu'il ne l'ignorait pas et que donc, il voyait déjà que c'était possible de disparaître très longtemps. Pour un enquêteur, ça doit être vraiment quelque chose à laquelle on pense jusqu'au dernier jour de sa vie, parce qu'il y a énormément de pistes. Dans les lettres à ses amis, dans les mails envoyés à la maîtresse, il dit à la fin... On ne me retrouvera jamais. Même s'il y a des preuves, il ne faudra jamais dire que c'est moi. Donc ça, c'est quand même quelqu'un qui se croit un esprit supérieur, mais qui, quelque part, a gagné sa course avec la police. À l'heure où on parle, c'est-à-dire 10 ans après. On ne sait pas s'il est vivant et on ne sait pas s'il est mort. On est face à ce doute et on est face à cette incertitude. Le mystère demeure. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité.